Être et savoir. Espace. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi, vous le savez, tous les mercredis, jeudi, quand il est 15h sur la radio Espace, nous essayons d'aborder les questions liées à l'éducation. Comme chaque semaine d'ailleurs, avec la même équipe. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Mohamed Ali, bonsoir. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kone. Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kone. Vous retrouverez cette émission en rediffusion sur la télé pendant le week-end, les samedis et les dimanches, dans l'après-midi. Alors, on a deux thèmes au menu aujourd'hui. Monsieur Vali, on va aller à Kanka. Il y a un enseignant qui a violé son élève. Effectivement, Kanka Nabaya, autre fait divers, sordide fait irruption dans l'actualité de la ville. Oui. Un enseignant du lycée Mariam Gwabi a été accusé de viol sur une élève de 13 ans. Une élève mineure en plus. Une élève mineure en plus. D'accord, nous allons en parler beaucoup plus. On va essayer d'appeler au niveau de Kankan pour comprendre exactement ce qui s'est passé, qu'en est-il, où se trouve l'enseignant et quelles sont les dispositions que les autorités de Kankan ont prises pour sanctionner cette forfaiture. Deuxième sujet, nous allons toujours continuer avec l'ANAC et les universités publiques. Effectivement, l'ANAC, c'est-à-dire Autorité nationale de l'assurance qualité, institution qui est chargée de valider les programmes d'enseignement dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée. L'ANAC a publié ses résultats depuis quelques jours et nous en parlons également. Donc dans le dernier rapport de l'ANAC, les universités publiques, on l'a dit, semblent encore à la traîne dans la qualification de leur programme d'enseignement. Aussi devient-il aujourd'hui plus que nécessaire d'analyser ces résultats avec l'œil aiguisé des cas du supérieur. Que cachent ces résultats? Quelle réflexion cela suscite-t-il chez les institutions concernées? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Non, pour en savoir plus, d'ailleurs, nous allons appeler au niveau des différentes régions, dans les différentes universités, pour savoir qu'en est-il réellement, parce qu'on ne peut pas comprendre que les universités publiques soient à la traîne. La semaine dernière, on était en train de parler des privés qui ont fait quand même un meilleur succès. Être et savoir, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre, l'émission va démarrer juste après cette transition. Être et savoir. C'est aussi avec tous les chroniqueurs du jour. Alors, premier sujet, un enseignant qui s'en prend sexuellement, j'ai envie de dire, monsieur Cheikh, à son élève. Quand vous entendez une histoire comme ça vous inspire quoi? Je suis dépassé à plus d'un titre parce que vraiment, je pense que ça relève de la maladie. C'est une maladie que de chercher à abuser d'un enfant de 13 ans. Oui. Et surtout en milieu scolaire, c'est gravissime. Le problème, c'est que c'est fréquent, c'est pas la première fois non plus qu'on entend ce genre. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe si les gens ne prennent pas la peine de parler et si l'autorité ne rassure pas les parents d'élèves? Parce que là, parler de ça crée des problèmes, non seulement aux parents, mais ça crée des problèmes à l'enfant aussi. Il faut que l'enfant soit sous anonymat et qu'on puisse agir. Il faut que l'État puisse sévir et bannir ça dans pas seulement du milieu scolaire, mais de la vie courante. Ça devient monnaie courante. À 13 ans déjà, on est au collège, donc c'est une collégienne, M. Vali. Sûrement, c'est une collégienne. Mademoiselle Fanta Camara, de l'association Jeunes Filles Leaders de Guinée que j'ai joint, va nous apporter d'amples explications. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons comme information pour le moment, l'enseignant en question a prétendu être détenteur d'un remède contre l'hépatite B. C'était un peu pour lui le stratagème pour attirer la jeune fille dans son escarcelle. Alors, lorsque... ça peut faire rire, mais c'est terrible quand même ce qui s'est passé. C'est M. Alpha qui est en train de rire. En fait, c'est une sorte de guet-apens que cet enseignant, malencontreusement, va tendre à la jeune fille. Prétendant détenir un remède contre l'hépatite B, il va demander à la jeune fille, toute innocente qu'elle est, de rentrer en contact avec lui dans son quartier, à Bordeaux, à la maison. De le retrouver chez lui. Et la jeune fille était supposée s'y rendre avec sa mère. Et voilà, la mère étant absente, la jeune fille a jugé nécessaire d'aller seule. Parce que quand même, c'est l'enseignant quand même. Donc c'est une autorité morale. Surtout, c'est un symbole d'éthique. C'est un symbole d'éthique, c'est un symbole. Il doit être un symbole d'éthique. C'est un symbole de droiture, de vertu. Alors donc, lorsque l'enseignant et la jeune fille se rangent chez l'enseignant, puisqu'on l'a dit, l'intention étant mauvaise, a priori, il va lui tendre un guet-apens et violer la jeune fille. Mais la jeune fille, d'ailleurs, ne révèle pas l'information tôt. L'information n'est révélée que, je crois, 48 heures après. Parce que la jeune fille va relater les événements à une amie qui va alerter
les ONG de défense des droits des mineurs. C'est criminel, ce monsieur, le viol, c'est un crime quand même. Voilà, et le drame, c'est un tabou. On va appeler à Cancan. On a déjà mademoiselle Fanta Camara qui est en ligne. Elle est de l'ONG Jeunes Filles Leaders de Guinée. Elles se sont constituées en partie civile, si je ne me trompe pas. Et elle va nous expliquer qu'en est-il réellement, mademoiselle Camara, bonsoir. Allô? Oui, mademoiselle Camara, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Merci d'accepter notre invitation. On sait que vous êtes constitué en partie civile dans cette affaire de viol d'un enseignant sur une élève de 13 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, merci. Moi, c'est Santa Camara, la présidente du club de jeunes filles leaders de Cancan. C'était un dimanche, j'étais couchée. J'ai reçu un appel de la part d'un proche d'une fille qui m'a contacté et me disait que la fille a été victime d'un cas de viol. À mon tour, je les ai demandé est-ce que la fille s'est lavée et c'était combien de temps la fille a été violée. On me dit que ça fait maintenant 2 jours. Je dis oh, ok. Elle s'est lavée déjà. Elle me dit oui. Je dis d'accord, attendez-moi. Je vais appeler le chargé de la protection de l'enfant régional. Puis je l'ai appelé, je l'ai expliqué la même chose. Je lui ai dit que si la fille s'est lavée, que la chance est minime, mais néanmoins de conduire la fille à l'hôpital. C'est là que j'ai appelé la fille, je lui ai dit il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est de se rendre à l'hôpital pour voir les faits. Et elle était d'accord avec nous et sa maman aussi. Et ensemble, nous sommes allés voir un gynécologue. Lui qui a fait ses analyses parce que la fille, elle souffre d'une maladie d'hépatite B. Donc, on a été, et c'est sur le chemin, moi, dans la voiture, je continuais à interroger la fille, je l'ai demandé. Mais comment c'est arrivé? Elle m'a relaté les faits, elle me dit qu'elle était à Conakry pour son traitement de l'hépatite B. Vu que les cours ont commencé, que ça n'allait pas bien du niveau financier, sa maman a préféré à ce qu'elle vienne à Cancan pour continuer les études parce qu'elle fait le bac cette année. Donc, elle est venue, le professeur lui a remarqué en classe et a su qu'elle était nouvelle et lui a demandé, interpellé, en lui demandant que tu es nouvelle. Elle dit non, je ne suis pas nouvelle. J'étais là, mais je suis malade, je fais mon traitement à Conakry. Je suis là maintenant pour faire les études avant que je me retourne pour le reste. Le monsieur lui demande qu'elle a quelle maladie. Elle dit que c'est l'hépatite B, elle souffre de l'hépatite B. Alors, le monsieur lui dit sur le champ que lui, il a un remède et il peut aider la fille. La fille, soucieuse de son traitement, a pris le numéro du professeur, se rend à la maison, a emparé de ça à sa maman et a passé le numéro à sa maman. Ensemble, elle et sa maman, ils ont tenté le numéro du monsieur, mais le numéro n'a pas passé. Et vu que le professeur lui avait programmé, le jour du rendez-vous, sa maman était déjà sortie. Elle appelle sa maman, elle dit maman, c'est aujourd'hui, je dois aller voir le monsieur, qui n'est pas là. La maman dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre l'argent avec une personne dans la famille. Quand je reviens, je te donne l'argent, tu prends un taxi, tu pars. Donc elle prend l'argent, elle part. Le monsieur l'interpelle. Le monsieur lui a dit de partir jusqu'au quartier Bordeaux. Il a indiqué là où elle doit aller. Elle est partie jusque-là. C'est là-bas le professeur est allé lui chercher. Il l'a envoyé. Et elle dit que le professeur lui a dit que c'est l'un de ses élèves. Donc ils se sont rendus là. C'est là-bas le monsieur a abusé d'elle. Et qu'il n'y avait personne en fait, pour venir à son secours. Après que le monsieur lui a pris, il lui a fait descendre au rond-point Missiran. Et sur le champ, elle est rentrée à la maison en pleurant en disant à sa maman que le monsieur a abusé d'elle. D'accord, mademoiselle, qui est ce monsieur? Pardon? Qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est un professeur. C'est un professeur à l'école Mariam Gwabi. Le monsieur les enseigne au fait. Et il enseigne quelle matière, ce monsieur? Et comment il s'appelle, si on peut le connaître? Comment? Qui est-ce? Il enseigne à Mariam Gwabi. Qui est-il? Quelle matière il enseigne? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bon,
Ok, le monsieur, il enseigne les cours de philosophie, je pense. Le monsieur enseigne les cours de philosophie, mais je ne me suis pas intéressée à son nom. Alors, vous êtes constitué en partie civile, ça veut dire que l'affaire est en justice, le monsieur, il est en détention. Oui, le monsieur est en détention là où je vous parle maintenant, là. Ça fait maintenant 1 mois, le monsieur est en détention. Et le dossier est maintenant dans la main de la justice. Le dossier est là et on continue toujours à suivre. Alors, on apprend que les autorités éducatives ont tenté d'étouffer l'affaire. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait et qui a essayé de le faire? J'ai été appelé par un proviseur d'une école, d'une lycée. Qui est-il? Qui est ce proviseur et de quel lycée? Du lycée 3 avril. Le proviseur m'a appelé qu'il a une activité et qu'il veut qu'on mène l'activité ensemble. Et moi, je me préparais pour une évaluation à l'école. Donc, je l'ai dit d'accord, je vais aller voir c'est quel genre d'activité. Par après, je me retourne. Je dis d'accord. Il me dit de le trouver à Liré. Donc, quand je suis allée, j'ai trouvé qu'il y avait déjà l'inspecteur régional de l'éducation qui était là, M. Tamoro. Je suis rentrée, on m'a dit de rentrer, je suis venue, je me suis assise. On me dit qu'ils ont besoin que je les relate un peu les faits. Je dis, bon, moi, je n'ai rien à vous dire ici. Si c'était le cas, au fait, la justice, vers la justice, vous devez vous diriger. Moi, c'est un cas que je cherche, donc je n'ai pas besoin de faire le compte rendu à quelqu'un. Ils me disent, oui, qu'ils comprennent, mais qu'ils veulent juste entendre ce que la version de la fille. Bon, je les ai dit la même chose, comme la fille m'a expliqué. J'ai fait juste un briefing, je les ai dit. Ils me disent que, est-ce que j'ai écouté les versions du monsieur? J'ai dit non, je n'ai pas écouté, je n'ai même pas cherché à voir le monsieur. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est la jeune fille, moi je défends. Donc c'est elle, peu importe ce qu'elle dit, c'est ça, je défends. Donc ils disent, d'accord, mais que selon eux, leur enquête, ils ont su qu'une fille déjà de 13 ans est responsable de sa sexualité et ne peut pas être violée. J'ai dit, ah bon, monsieur, jusque-là, on ne va pas se comprendre parce que je vous jure que même vous, en tant qu'homme marié, vous entretenez une relation sexuelle avec votre femme sans que son consentement et qu'elle vienne m'en parler. Je dis que je vous jure que je vous traînerai devant la justice et je n'aurai même pas peur. Donc, dire que la fille, elle est majeure maintenant de ça, je dis que ça ne m'intéresse pas. Ils me disent que est-ce que je suis informée que le monsieur entretenait déjà une relation avec la fille? Je dis cela ne m'intéresse pas non plus. Qu'il sortait avec la fille ou qu'il ne sortait pas, moi, c'est pas ça mon problème. L'essentiel est que quand il a essayé d'abuser de la fille et que la fille n'a pas accepté, il a passé à l'acte par force, donc ça veut dire qu'il a violé la fille, donc ça ne m'intéresse pas. Ils disent que c'est le ministre de l'Éducation qui demande de faire un rapport sur le dossier et de remonter. J'ai dit, bah, si vous avez besoin des détails, partez voir à la justice. Ils sont mieux placés pour vous donner des détails. Moi, je n'ai pas des détails à vous donner. En plus, là où je suis en train de vous parler, le dossier n'est plus moi à mon niveau. Ça arrive jusqu'au niveau de la justice. Moi, je ne fais que suivre. Parce que ce n'est pas seulement le club qui suit le dossier. Il y a Action sociale qui suit le dossier. Il y a aussi une autre organisation qui est sur place, MDT, Même droit pour tous. Est-ce que pour terminer, est-ce qu'après vous avez reçu des menaces? Après des menaces? Non, en fait, ils ont essayé de menacer la maman. C'est la maman, pas moi. Parce que je n'ai pas accepté de me voir avec quelqu'un. À chaque fois qu'ils essayent de me contacter, je dis que je n'ai pas de temps. Je leur dis que j'ai cours, soit j'ai autre chose. Mais la maman, ils ont essayé de menacer la maman en disant qu'ils vont prendre le traitement de la fille en charge parce que le traitement de la fille, c'était interdit qu'elle ait de relations intimes avec quelqu'un jusqu'à ce qu'elle finisse ce traitement. Mais vu que le traitement a été interrompu, maintenant que le monsieur doit prendre le traitement en charge. Donc ils ont dit à la maman de les aider à faire l'affaire. Eux, ils vont prendre le traitement de la fille en charge. La maman les a dit que c'est à 10 millions. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Eux, ils prendront le traitement de la fille. Les 10 millions, la maman ne doit pas s'inquiéter qu'ils vont payer. Fatoumata Camara, elle est responsable du club des jeunes filles de Kankan. Elle est en direct avec nous. Merci, mademoiselle Camara, d'avoir tenté de répondre à nos questions. Pardon, je vous ressens mal. On est en train de vous remercier d'avoir pris la parole. Merci. Mademoiselle Camara, vous l'avez écouté, Michel Alpha,
C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Et des autorités éducatives restent muettes. Non, écoutez, dans le mauvais sens. Non, dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. C'est ce qui est très grave dans cette situation. C'est-à-dire quand je vois des autorités de l'éducation qui se peuvent de dire que une fille de 13 ans que est responsable de sa sexualité. C'est des vieux pervers. Si ça a été dit, vraiment, je pense bien que ces personnes ne méritent pas d'être dans le système de l'éducation en Guinée. Ouais. Parce que le sermon d'Hippocrate ne le dit pas. C'est-à-dire que nous devons considérer ces élèves comme nos propres enfants. Nous devons les considérer comme les élèves. Mais si nous les considérons comme nos copines, je pense bien que nous perdons réellement la ligne droite réellement du sermon d'Hippocrate du point de vue. Si c'est l'IRE, si c'est l'inspecteur DPE, proviseur, en tout cas, jusqu'à peu de contraire, moi je pense bien que... En même temps, ce qui est sidérant, c'est qu'au niveau de Kankan, lorsque tu le rappelles... Oui, mais c'est toujours le même problème. 3 avril, la dernière fois on parlait de 3 avril. Mais aujourd'hui encore, on parle même de cette même école. La perversité est entretenue justement par des responsables qui s'y... C'est grave. Bon, vous savez, monsieur Alpha, monsieur Mohamed Ali, le cas du viol en Guinée, on sait que c'est un tabou très souvent. Et très malheureusement, les personnes violées, les filles violées ou les femmes violées sont perçues non pas comme des victimes, mais comme des coupables. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en train de parler de cas de viol en général. Ça se passe à Monsieur Mohamed Ali, j'arrive. Monsieur Mohamed, j'arrive. La logique voudrait que nous partions d'un cas général pour aller sur le cas particulier du Kankan. D'accord. C'est vrai, nous avons écouté cette jeune dame parler des circonstances dans lesquelles la fille a été violée, des pressions qu'on a tenté de lui faire subir, et des tentatives de corruption de la maman. Parce qu'on s'est dit, vendez la dignité de votre fille, en retour nous vous versons quelques millions. En fait, c'est ça la réalité. Les mots sont peut-être durs, mais telle est la réalité. Votre fille a été violée, ne portez pas plainte. Taisez-vous pour préserver l'honneur de votre fille, d'un criminel de cet acabit, et nous vous verserons quelques millions. En tout cas, nous allons continuer à poursuivre ce dossier. On va rester en contact avec eux. On va appeler à l'IRE pour ne pas les accuser. On va appeler d'autres acteurs dans cette situation parce que quelque part, il y a des filles qui n'ont pas dénoncé. Mais justement, il y a ces enseignants qui sont... Oui, mais écoutez, 13 ans, on n'a rien à dire autour de ça. Non, écoutez, surtout que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre... On dit que c'est 13 ans, ça c'est une mineure, ça. C'est une mineure. Elle est encore donc, ça reste à voir, est-ce que le professeur de philosophie ne peut pas enseigner une fille de 13 ans aussi Oui, peut-être que c'est ça. Voilà, il semble qu'on a un peu confondu quelque part. Voilà. La fille est en terminale. Oui. Mais ce sont les responsables de l'éducation qui, lorsqu'ils avaient pris la parole, d'après ce que nous avons compris, lorsqu'ils avaient pris la parole, ils disent qu'à partir déjà de 13 ans, une fille doit être capable d'assumer sa sexualité. Je pense que... tant mieux, mais nous, c'est pas normal. C'est pas normal. On se retrouve juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Monsieur Vali à l'ANAC, on poursuit le dossier à l'ANAC. Cette semaine, on a fêté un tout petit peu les différentes notes qu'on a attribuées aux différentes institutions. Quand je dis ça, monsieur Alpari, parce que finalement, on se rend compte que beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur public. Oui, mais on les a classifiées en même temps. Et malheureusement, l'ISEG, c'était pire que tout ce qu'on avait dit au niveau de l'ISEG. C'est que l'ISEG a abandonné la course. Carrément le processus. Parce que l'université Gamal Abdel Nasser a abandonné la course, l'ISEG a abandonné la course, l'université Julius Nyerere de Kankan a abandonné la course, l'université de l'Abbé a abandonné la course. Ils n'ont pas poursuivi. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas du tout normal. Moi, je pense que ça dépend aussi de la crédibilité de cette institution. D'accord. Ça dépend de la crédibilité de cette institution. De l'ANAC. De l'ANAC. Parce que si... Non, attendez. C'est une institution peut-être accréditée par le ministère du point de vue administratif et du point de vue financier par le ministère des Finances. Mais moi, je pense bien que les personnalités qui doivent tourner autour de cette institution, si la crédibilité n'y est pas, ça ne serait pas facile. Parce que je ne peux pas comprendre que toutes ces institutions d'enseignement supérieur public qui sont considérées comme des institutions phares de la Guinée
se retire de cette course. Ils ne se sont pas... Bon, ce n'est pas toutes les universités qui se sont... Non, mais écoutez, Gamal, si vous parlez de Gamal, vous parlez de... Attendez, vous parlez de Gamal, vous parlez de Julius Nyerere, vous parlez de lycée. Ces institutions d'enseignement supérieur n'ont de l'égalité que par rapport à l'État. Oui. Et l'ANAC n'est pas tombé du ciel. Il faut le rappeler. Oui, mais c'est pas lié, c'est pas lié, c'est pas lié, c'est pas lié. C'est que je parle. L'ANAC n'est pas tombé du ciel. Première chose à remarquer, l'ANAC est instituée par décret présidentiel en 2017. Oui, mais on a beaucoup... Oui, vas-y. J'en viens. Oui. Et l'ANAC, on l'a dit ici, n'est pas seulement sous la tutelle administrative du ministère de l'Enseignement supérieur qui lui-même chapeaute ces universités-là, qui aujourd'hui remettent en cause la crédibilité de l'ANAC. L'ANAC, je disais, est sous la tutelle technique administrative et technique du ministère de l'Enseignement supérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a, au-delà du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, un département mieux à même d'apprécier les instruments d'évaluation des programmes en République de Guinée, au-delà de ce ministère? Est-ce qu'il y a? Monsieur Vallée, là où se situe le problème, c'est chez nous, tout est renversé. Tout va à l'envers. Vous pensez que normalement, un enseignant qui a un master peut évaluer un maître de conférence qui est professeur d'État? Est-ce que c'est possible? Parce que si l'ANAC présente des agents qui sont venus pour évaluer les gens et que ces gens-là ne sont pas assez outillés, n'ont pas le bagage intellectuel pour évaluer des programmes. Oui, mais écoutez, non, attendez, ne rejette pas en bloc ce que M. Cheikh est en train de dire. Non, il ne faudrait pas qu'il si vous voyez que Gamal, si vous voyez que Gamal s'est retiré, si vous voyez que Gamal s'est retiré, vous ne passez pas du tout à l'antenne parce que vous voyez, c'est désagréable. On ne vous entend pas, M. Cheikh. Parce qu'en même temps, si on parle tout le monde parle en même temps, on ne peut pas se comprendre et ça crie. Donc, je suis obligé de compter un an, enfin de donner la parole un an. Monsieur Cheikh, allez-y. Ce que je veux dire, c'est simple. Pourquoi Gamal, Sonfonia, n'est-ce pas? Gamal, Julius Nyerere de Kankan, Lisek, pourquoi ils se sont retirés? C'est parce que si on regarde bien, ils pensent que l'ANAC... C'est parce qu'ils ne sont pas du tout sérieux. Moi, je veux dire, ce sont des institutions qui ne sont pas sérieuses. On a quand même regardé. On a évalué, attendez, il y a 5 qui se sont retirés, puisqu'on va aller jusqu'au bout des résultats. Il y a 5 institutions qui ont abandonné la course. Cependant, il y a plus de 5 institutions qui sont restées dans la course. On prend par exemple ISAF de Farana, qui a présenté 3 programmes. Il n'a eu qu'un seul programme accrédité. On prend l'Institut des mines de Bokeh, qui a présenté 4 programmes. Ils n'ont pris qu'un seul programme accrédité. On prend par exemple l'université de Kindia, qui a présenté 5 programmes, un seul programme accrédité. On prend l'université Générale Lansana Conté de Sonfonia, c'est 4 programmes présentés, un programme accrédité. Zérekoré, c'est 4 programmes présentés, 0 programme accrédité. À Mamou, c'est 2 programmes présentés, 0 programme accrédité. Et on a ISMEV de Dalaba, Institut vétérinaire, c'est 2 programmes présentés, un programme accrédité. Donc si Kuntia, c'est 2 programmes présentés, un programme accrédité. Mais toutes les universités qui ont abandonné ne sont pas meilleures à ces... Non, c'est pas parce que... Non, c'est pas... Moi, je reste sur ma fin. Je reste sur ma fin. Je suis très clair là-dessus. Moi, je reste sur ma fin. Je vous parle de la crédibilité de cette institution. Vous savez, attendez. Vous savez, ne voyez pas le secrétaire général en tant que professeur. C'est-à-dire, il faut voir les éléments qui tournent autour de la chose. C'est-à-dire, c'est très pertinent ce que je suis en train de vous dire. Je suis d'accord avec vous. On va faire, on va aller à Zérekoré, à l'université de Zérekoré, pour retrouver M. Mamadou Sounou Diallo. Il est en direct, il est avec nous. M. Diallo, bonsoir. M. Diallo? Oui. Bonsoir, Allô? merci d'accepter notre invitation dans Être et Savoir. Merci. Vous êtes président de SIAC au niveau de l'université de l'université Zérekoré, c'est bien cela? Oui, je suis le directeur de la cellule interne d'assurance qualité de l'université de Zérekoré. Très bien. Donc, Zérekoré a présenté 4 programmes à l'ANAC et il n'y a pas eu de programme accrédité. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, merci de nous avoir donné la parole pour parler de nos programmes de formation à l'université de Zérekoré. Et effectivement, nous avons présenté 4 programmes pour leur accréditation par l'ANAC. Il s'agit du programme de chimie, de biologie,
de gestion des ressources naturelles et de génie de l'environnement. Et les programmes ont été évalués selon la procédure fixée par l'ANAC. Il y a eu l'évaluation interne, il y a eu l'évaluation externe, expert de l'ANAC. Mais au finish, aucun programme n'a été accrédité. Je vous explique pourquoi. Selon le rapport préliminaire qu'on a eu avec l'Autorité nationale d'assurance qualité, l'ANAC Guinée, ou l'ANAC Guinée, et les programmes de biologie et de chimie souffraient d'une incohérence liée à l'enseignement d'un programme rénové par l'Université de Zérékoré et non pris en compte par l'État, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire quoi ça? Expliquez-nous ça en français facile. Autrement dit, en fait, chaque université est autorisée de rénover ou bien de réviser ses programmes, mais en faisant cette rénovation ou cette révision, il faut une traçabilité administrative. C'est-à-dire qu'il faut non seulement prendre un acte de mise en place d'un comité de pilotage de rénovation du programme, mais encore il faut prendre une décision, c'est-à-dire le recteur doit prendre une décision, faire tout le travail de l'amont à l'aval, envoyer le rapport final au ministère qui va donner l'autorisation et qui va donner l'autorisation finale ou bien l'approbation finale. Au niveau de chimie et de biologie, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc la faute c'était vous, c'est vous qui n'avez pas fait ce travail-là. Non, écoutez, bien avant que nous soyons là, la FEC soit créée. Je veux dire, c'est l'université Zérékoré qui n'a pas fait ce travail. Non, excusez-moi, en fait, c'est un travail qui a été fait il y a longtemps. Vous savez, l'ANAC a été créé en 2017 et déjà les programmes étaient rénovés depuis avant 2017, donc en 2017. Et ce travail n'a pas été fait, disons-le, par l'université. C'est l'université peut-être qui a remonté. Donc c'est votre faute. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau de chimie et de biologie. Et les autres programmes, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Pour les deux autres programmes. Oui, les deux autres programmes, puisque vous avez présenté 4 programmes, qu'est-ce qui s'est passé? J'en venais. C'est qu'en fait, voici pour chimie et biologie les raisons fondamentales. Il y a bien d'autres raisons qui sont évoquées. Et pour le programme de génie de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, nous avons demandé les rapports. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu les rapports. Mais les premières informations qu'on a eues, c'est que là, vous savez, le référentiel utilisé, qui est le référentiel de l'ANAC utilisé pour évaluer les programmes, c'est un référentiel de 7 domaines et de 22 standards. Parmi les 22 standards, ces 2 programmes de licence n'ont plus que 10 standards suspects. 10 standards qui ont été atteints. Et vous savez que c'est des programmes de formation en licence professionnelle, c'est 4 ans, qui exigent beaucoup plus de travaux au-delà de cours traditionnels ou de cours théoriques. Et il faut être lié au monde professionnel, il faut beaucoup d'autres choses, il faut l'intervention du monde professionnel. Si on comprend bien, l'université n'est pas capable de suivre les étudiants qui y sortent. L'université n'a pas un environnement qui démontre effectivement l'efficacité des programmes à enseigner et leur impact sur le marché. C'est pourquoi on a refoulé, c'est ça? Non, pas absolument cela seulement. Ça peut être un élément, mais il y a d'autres éléments non moindres qui font que le programme n'a pas été accrédité. Vous savez que l'ANAC est venue, c'était des pratiques qui n'existaient presque pas dans toutes les universités du pays. L'ANAC est venue un tout petit peu remettre de l'ordre, et ça ne vous plaît pas forcément. Vous dites hein? Je dis l'ANAC est venue remettre de l'ordre et en même temps vous n'étiez pas prêt à l'université de Zérékoré. Et je crois que l'ANAC est venu bien sûr mettre de l'ordre, mais l'université de Zérékoré avait bien des partenariats dans plusieurs domaines. Mais dans le domaine qui a été couvert par l'évaluation, il a manqué ces éléments-là. Il a manqué par exemple l'implication du monde professionnel dans l'élaboration et dans la mise en œuvre du programme. Et vous voyez tout cela. Est-ce que pour cette année, vous allez présenter des programmes? Bien entendu, cette année, nous avons présenté un programme puisqu'il fallait tirer les leçons du passé
Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons présenté le programme des mathématiques pour son évaluation de son activité. D'accord. Merci, monsieur Sunusi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et nous vous souhaitons bonne chance pour le prochain programme à l'ANAC. Merci bien. Merci à la radio Espace. Alors, on a entendu, monsieur, c'est pas en votre faveur. En fait, à chaque fois que j'entends un responsable, je peux me l'exprimer, je crois. Hein. Le problème, c'est que vous avez entendu ce que le monsieur il a dit. Oui, mais c'est un cela. Non, ce n'est pas un manque de sérieux. Non. Là, je ne serais pas d'accord. Vous savez pourquoi je ne serais pas d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. Non, attends, mais on s'explique. On s'explique. Oui. Vous savez, pour accréditer un programme, il faut avoir un bagage. Oui. C'est très important. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ANAC? Non, ce que je reproche de l'ANAC, vous savez, oui, les programmes que les universités ont dans ce pays, ce sont des programmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je sais. Il faut le comprendre. Oui. Et je ne pense pas que nos programmes soient en déphasage. Je parle bien de nos programmes d'enseignement supérieur. Ils sont en déphasage avec les programmes des autres pays de la sous-région. Le problème qui est là. Vous savez que dans les non, attendez, moi je pense bien que l'ANAC doit beaucoup s'impliquer réellement dans le processus réellement d'évaluation de ces universités. Je suis d'accord avec ça. Mais je suis d'accord sur un autre fait. C'est-à-dire la façon par laquelle l'ANAC doit évaluer ces institutions d'enseignement supérieur. Oui. Moi, je pense bien que cela doit être mis à la disposition de ces institutions d'enseignement supérieur. C'est très important. Monsieur Valli, on va aller à l'université de Kindia. On se rappelle que Kindia avait présenté 5 programmes, un seul accrédité. Et on a Dr Dinde en ligne. Lui aussi, il est le responsable de SIAC au niveau de l'université de Kindia. Dr Dinde, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed. Merci d'accepter notre invitation, Monsieur Valli. Première question. Docteur, bonsoir. Hein? Ma première question, c'est de savoir quelles sont les raisons, les motifs invoqués par l'ANAC pour invalider certains nouveaux programmes d'enseignement. Bien, bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous dire que cette évaluation est une auto-évaluation. Alors, on a présenté 5 programmes et de ces 5 programmes, il y a eu un programme qui a été validé. Alors, les 4 autres n'ont pas été validés parce que tout simplement, il y a eu quelques petits manquements. Alors, mais il a précisé qu'il y avait 22 standards à atteindre. Et pour être validé, il fallait obtenir 14 standards. Alors, le département d'histoire a eu les 14 standards. Et parmi les 4 autres, 2 ont atteint 13 standards. C'est-à-dire que s'ils ont perdu, c'est un peu pour des petites raisons. Donc, entre autres, il y a, n'est-ce pas, l'absence de labos. Il y a l'absence de financement de la recherche. Il y a l'absence des bibliothèques de proximité. Et il y a parfois encore, n'est-ce pas, des reproches comme quoi le manque d'infrastructures. Donc voilà les grandes raisons qui ont fait qu'il y a eu, n'est-ce pas, ces 4 programmes qui n'ont pas été validés. D'accord. Alors, docteur, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les programmes qui ne sont pas validés là sont des programmes qui sont des programmes enseignés à nos étudiants? Est-ce que ça veut dire que nos étudiants sont sous-enseignés à l'université de Kindia? Non. Vous savez, l'auto-évaluation est un processus. C'est-à-dire qu'on était évalué, n'est-ce pas, les programmes, c'est pour pouvoir viser à atteindre l'excellence. Ça ne veut pas dire que ce qui est enseigné est mauvais, pas du tout. Ce n'est pas le programme lui-même. Il y a tellement de petits cadres dans le standard. Hein. Attendez, on parle de laboratoire, on parle souvent même des experts externes, on parle, n'est-ce pas, du niveau des enseignants par rapport aux enseignants de rang magistral, professeurs, maîtres de conférences. C'est un peu cela. Oui, mais docteur Dinde, vous comprendrez avec moi que si on vise l'excellence... Pour savoir ce qui ne marche pas. Oui, docteur, vous comprendrez avec moi que... Vous comprendrez avec moi que ces standards-là permettent de qualifier justement l'enseignement qu'on donne aux étudiants pour être au même niveau
que ceux qui ne sont pas en Guinée, que les Sénégalais, les Ivoiriens à l'international. Si ça veut dire que le programme a été accrédité, ça veut aussi dire que ce programme enseigné est un programme, c'est un programme qui ne mérite pas d'être enseigné pour être dans les normes. Non, Mohamed, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, oui, c'est qu'il y a plus de 200 programmes enseignés en Guinée. Et il n'y a que quelques programmes qui ont soumis la candidature 82 programmes. Par exemple, encore, l'Université de Kindia a présenté 4 autres programmes pour l'évaluation de 2021. D'accord. Alors, notre objectif, c'est d'atteindre nos 15 programmes, parce que nous avons 15 programmes à être évalués. D'accord. Mais les programmes qui n'ont pas été, n'est-ce pas, qui n'ont pas réussi les certifications cette fois-ci, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des programmes viables. Je vous dis quelquefois, c'est à des détails près. Docteur Diallo. On a 2 programmes, le master espace, le master développement. Il a eu 13 sur 22. Il restait qu'un seul point pour avoir les 14. Alors, Docteur Diallo. Donc, si j'ai bien compris, le problème ne se trouve pas dans la qualité des cours donnés, mais plutôt sur la forme. La forme est l'ensemble des outils utilisés pour évaluer. Alors, docteur, une question pour vous. Allez-y, monsieur Fichek. Docteur Diallo, je dis, si j'ai bien compris, le problème ne se situe pas dans la qualité des cours, la qualité des enseignants, mais plutôt sur la forme, les outils utilisés pour évaluer les universités. Oui, bon, regardez, par exemple, il y a un standard qui parle de des bibliothèques de proximité. Alors, c'est vrai que ça manque à tous les programmes de la Guinée. À tous les programmes de la Guinée, il n'y a pas de bibliothèque de proximité. D'accord. Donc, c'est un manque. Mais est-ce que vous avez réglé ça, par exemple, pour les prochaines années? Est-ce que vous avez réglé ça, par exemple? On sait maintenant là où se trouve le mal. On a pointé le mal. Alors, nous allons tout faire pour corriger ce mal. L'année prochaine, ces 4 programmes qui n'ont pas été reçus, on va encore les représenter. D'accord. Sachez que pour chaque programme, nous payons 5 millions pour être évalué. D'accord. Pour chaque programme. C'est même très peu. Vous devriez payer plus. C'est une université indépendante quand même. Non, Pardon, 15 millions. 15 millions, oui, c'est ce que je dis. Je dis c'est même très peu. Vous devrez payer plus. Professeur Dinde. De toutes les façons, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. On va dans une autre université. Vas-y. Oui, mais en fait, le paradoxe, à écouter, docteur, il semble que cette évaluation aide même les universités non seulement à se mettre à niveau, à s'améliorer, mais surtout à... On a bien tout à l'heure sur ça. Non seulement ça aide les universités à se mettre à niveau, mais à interpeller les pouvoirs publics sur les besoins de nos universités. Les besoins. Mais voilà pourquoi je ne comprends pas l'attitude de certaines universités publiques qui non seulement certains ont eu très peu de programmes présentés et accrédités, mais puis beaucoup ont refusé de déposer certains programmes à accréditation, alors que cela, il va dans la qualification de la formation et dans l'amélioration des infrastructures. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce sens, mais ce qui est sûr et net, il faut accompagner ces institutions d'enseignement supérieur. Le monsieur a soulevé un certain nombre d'éléments. Pour que vous soyez accompagné. Oui. Non, mais attendez, Non, mais ils le savent. Nous sommes tous passés dans ces institutions. Pourquoi ces institutions-là? Non, mais écoutez, nous sommes tous passés dans ces institutions d'enseignement supérieur. Il y a combien de labos? Il y a combien de labos? Non, mais écoutez, il y a combien? Écoutez, non, c'est pas parce qu'il ne veut pas parler. Nous connaissons les problèmes. Les rapports sont déposés chaque année. C'est inadmissible, on ne peut pas comprendre. Il y a du fonds public qui est investi. Non, quel fonds public? Mais écoutez, il y a combien de... C'est qui est désolant. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça fonctionne en même temps. On va aller à l'Institut supérieur. Mais écoutez... Toutes nos excuses à nos téléspectateurs. On va aller à l'Institut supérieur des sciences vétérinaires et médecine de Dalaba. De Dalaba, le professeur Sidimé en ligne. Professeur, bonsoir. Professeur, bonsoir. Professeur Sidimé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Monsieur Alpha, question. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir.
Bien, qu'est-ce qu'on reproche réellement de votre institution par rapport à l'accréditation de certains programmes? On sait que vous avez présenté 2 programmes, un seul a été accrédité. Ben, je vous entends très mal, on dirait qu'il y a une interférence. Allez-y, on commence la question. Et voilà. Professeur, vous avez présenté 2 programmes, il y a un programme qui a été accrédité. Quelles sont les raisons qui ont fait que le deuxième programme n'a pas été accrédité? Bon, écoutez, l'accréditation, c'est un processus qui comprend, qui comporte plusieurs aspects. Il y a le contenu, il y a le contenant. Et le programme qui a été recalé, qui n'a pas été accrédité, est aussi un bon programme, tout comme l'autre. Là, il y a eu des petits ratés au niveau de la rédaction, au niveau de la présentation du programme. Et vous comprendrez également que c'est un programme tout nouveau et qui n'a pas fini encore de se positionner. Donc, nous ne sommes pas du tout frustrés par cette situation. Nous pensons plutôt qu'il nous faut tirer les leçons de ce petit décalage pour que à la prochaine édition, nous puissions non seulement présenter ce programme, mais aussi un 3e programme. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Parce que en même temps, c'est trop facile, des petites choses dans la présentation, la forme et la communication. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Il y a des référentiels. L'ANAC a des référentiels. Et chaque programme doit satisfaire à ces référentiels. Il y a quelques référentiels qui n'ont pas été vraiment satisfaisants. On n'a pas satisfait à ces référentiels. Et c'est pourquoi le programme n'a pas été... voilà. Quels sont ces référentiels, professeur? Quels sont ces référentiels? Quels sont ces référentiels à cause desquels on ne vous a pas accrédité? Non, monsieur. Permettez-moi de ne pas me mettre à citer ces points, mais il y a toute une pléiade de questions, de points auxquels il faut satisfaire. Et lorsque ces points ne sont pas à un certain degré satisfaits, le programme ne passe pas. Est-ce que vous allez continuer à enseigner ce programme non accrédité? Ce serait normal que vous continuiez à l'enseigner, par exemple? Ce n'est pas seulement une évaluation, mais elle est aussi un apprentissage dans la mesure où elle nous permet de nous préparer et de présenter le même programme la prochaine fois. Je veux dire, est-ce que vous devriez, dans ce cas, continuer à enseigner ce programme non accrédité? Je n'ai pas bien compris. Le programme qui n'a pas été accrédité, est-ce que vous allez continuer à l'enseigner? Ce n'est pas un problème? Mais absolument, absolument. On va continuer à l'enseigner, absolument. Écoutez, il y a eu plus de programmes non accrédités que de programmes accrédités. Vous-même, vous l'avez dit. À Dalaba, par exemple, nous avons 3 programmes de formation. On a présenté 2. On n'a pas présenté le 3e programme. Ça ne veut pas dire que ces programmes ne doivent pas être enseignés, mais si, ils doivent être enseignés. Et quoique le 2e programme qui n'a pas passé n'a pas passé, d'accord, mais nous allons nous préparer, nous allons essayer de combler les gaps, les trous qu'on nous reproche, si vous voulez, si vous permettez l'expression, afin que ce programme puisse satisfaire à toutes les conditions la prochaine fois. Il n'y a pas de frustration à voir un programme non accrédité. C'est pas méchant. Je crois que c'est pas méchant. C'est à nous de voir ce qu'il faut faire prochainement.
Merci, professeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était professeur Youssouf Sidimé. Il est le directeur général de l'Institut de Dalaba, l'Institut vétérinaire de Dalaba. Alors, on l'a écouté. De toutes les façons, à la fin, il n'y a pas de méchanceté. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... les universités qui ont abandonné la cause. Je pense que si tout le monde était fair play, si tout le monde était fair play comme les universités dont nous venons d'écouter les représentants, je pense que la formation en République de Guinée s'en porterait mieux. Mais je n'accepte pas et je ne comprends pas l'attitude réservée de certaines institutions ici qui semblent faire carrément la guerre à l'ANAC. Comme si l'ANAC publiait des résultats. Je pense que... Pourquoi est-ce que les gens se fâchent quand je dis ça? Là où se situe le problème, c'est que ça pêche. Ça ne pêche pas. Le problème ne se situe pas dans la qualité des cours. J'ai bien compris. Mais ça se trouve dans des détails. Monsieur Cheikh, qui font la qualité d'une université. Laissez-moi finir. Mais si vous refusez d'aller vous faire évaluer, c'est que vous cachez bien plus que ce que vous devriez cacher. Les universités doivent accepter le résultat de l'ANAC, se remettre en cause. Tout en essayant de se prononcer par rapport à la qualité et à la manière dont elles ont été évaluées. Donc on ne peut pas les empêcher de lancer leur cri de cœur par rapport à la manière dont elles ont été évaluées. Je pense qu'on ne se comprend pas. Pour nous, si toutes les universités ou toutes les institutions d'enseignement, toutes les institutions d'enseignement supérieur avaient eu la même attitude que se prêter à cette évaluation, je pense que les choses... Non, au-delà de se prêter à cette évaluation, que les uns et les autres viennent expliquer aux mais c'est que... Non, vous savez, non, ce n'est pas parce qu'à Gamal... Non, il faut comprendre quelque chose. Ceux qui ont organisé l'évaluation savent ce qui ne va pas à Gamal. Ce qui ne va pas à Gamal. Mais Gamal, parce que... S'ils mettent ces standards... Je dis, monsieur Cheikh, pourquoi Gamal refuse de participer ils ont participé, mais ils ont abandonné. D'accréditation. Mais il faut chercher à savoir quelle est la cause. Il faut chercher à savoir quelle est la cause qui a poussé à décrédibiliser l'ANAC. Alors que l'ANAC est une institution étatique et que si l'ANAC a sa crédibilité aujourd'hui, c'est parce que l'ANAC a l'aval du ministère et que si ces universités sont ce qu'elles sont, c'est parce que ces universités sont sous la tutelle d'un ministère. C'est le ministère qui est à même de subventionner les universités. Les universités par rapport à avoir des labos, par rapport à des outillages passifs. Mais si le ministère ne fait pas face à ces tâches et envoie l'ANAC, parachute l'ANAC sur ces universités, mais ça va les universités ont une certaine autonomie. Non, quand on parle de l'autonomie... Les universités ont une certaine autonomie et je pense que d'ailleurs, pourquoi est-ce que ces universités ont peur qu'on fasse une auto-évaluation? Je pense que si ces universités ne se reprochaient rien, elles se seraient soumises à l'évaluation et on aurait découvert les problèmes. Monsieur Valli, il faut que les outils de l'évaluation... Je suis désolé, on a un manque de temps. Oui, on a compris, monsieur Cheikh. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet aujourd'hui. Demain, pourquoi on n'est pas invité ici? On l'a dit depuis la semaine dernière, le responsable de l'ANAC pour essayer de nous tirer tout ça au clair. Mais retenez quand même que communiquer d'une manière ou d'une autre, c'est aussi assumer une responsabilité, surtout lorsqu'on est responsable. Dans ces universités-là, je pense qu'ils ne gagnent rien à ne pas communiquer. Parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mente. Être et savoir, c'est tout pour cette émission. Demain, on se retrouve sur le même plateau avec d'autres sujets. Au revoir. Être et savoir.